Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séance consacrée à la séquence 2 de l'enseignement moral et civique intitulée La nationalité française et l'engagement citoyen. Et je vous rappelle que notre problématique est la suivante. De quels enjeux la nationalité et l'engagement du ou de la citoyenne sont-ils porteurs aujourd'hui ? Rappelez-vous les troisièmes, nous avons vu la dernière fois, lors d'une étude de cas pour le pilier de la sensibilité, cet homme, ce Malien en situation clandestine, ce sans-papier, qui a été naturalisé pour un acte héroïque. Bon, mais ça reste un cas particulier. Pour devenir français, il y a évidemment d'autres manières beaucoup plus commodes de naître ou de devenir français, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Grand B, naître ou devenir français, avec une question qui peut paraître très simple, mais dont la réponse ne l'est pas autant. Comment devient-on français ? Alors, la première chose à avoir en tête lorsqu'on évoque l'acquisition de la nationalité française, c'est que tout repose sur deux grands principes du droit national, du droit français. Donc on va lire ensemble le premier texte que je vous proposais à l'étude, qui s'intitulait « Devenir français, deux grands principes ». Toutes les législations contemporaines combinent, comme en France, des éléments de ius sanguinis ou droit du sang, affirmés par le Code civil de 1804. Pour mémoire, c'est celui que le consul Napoléon Bonaparte a mis en place en France et qui a eu le mérite d'être la réelle première version écrite et national du droit français, c'est-à-dire que pour la première fois, véritablement, le droit est le même partout sur le territoire français pour tous les Français. Ça correspond à ce besoin d'égalité qui transparaissait à travers la Révolution française et que Bonaparte a donc mis en œuvre à travers le droit. Et qui a aussi eu le mérite, ce Code civil de Bonaparte de 1804, d'être finalement le fil conducteur du droit national jusqu'à nos jours, puisque le Code civil actuel, et son cousin d'ailleurs le Code pénal, sont tous les deux des héritiers directs de l'œuvre législative de Napoléon Bonaparte. Donc comme quoi c'était du solide. Alors qu'affirme le Code civil de 1804 ? Eh bien que par le droit du sang, il est accordé aux enfants la nationalité de leurs parents. Et ce droit du sang concerne aujourd'hui 90% des Français et il y a de fortes chances pour que vous-même ayez bénéficié de la nationalité française par le droit du sang. C'est le cas le plus courant et le plus simple. Alors j'ai dit que le droit français concernant l'acquisition de la nationalité reposait sur deux principes. Donc le premier c'est le droit du sang, mais il nous faut maintenant parler du deuxième grand principe du droit français qu'on peut appeler le droit du sol. Donc je lis avec vous le texte qui s'affiche à l'écran. Droit du sang auquel s'ajoute le ius soli en latin ou droit du sol en français, introduit en France à partir de 1851, donc beaucoup plus tardivement, au milieu du XIXe siècle. Et là, c'est plus Napoléon Bonaparte, c'est le neveu, celui qui deviendra Napoléon III sous le Second Empire. Et ce droit du sol attribue la nationalité française à un individu né ou vivant sur le sol du pays concerné, c'est-à-dire la France, avec des droits fondée sur le mariage et la résidence. En d'autres termes, l'étranger qui naît en France ou qui réside en France et qui
est marié à un Français ou une Française peut acquérir sous condition la nationalité française. Et la particularité de la France, bon, elle n'est pas la seule dans ce cas-là, mais quand même, c'est que ce pays combine les deux droits, ce qui lui permet de, comme le dit le texte, d'embrasser la population la plus large, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens peuvent espérer devenir français, quand bien même, a priori, il semblerait n'avoir aucune chance de le devenir. Et ça va être tout l'objet de la suite de la séance, puisque vous allez voir que même quelqu'un qui n'a pas de lien direct et même indirect avec la France peut néanmoins, sous condition, devenir français. Alors, je reviens sur le droit du sol pour faire une petite parenthèse avec ce que nous avons vu en histoire. Parce que le droit du sol, tous les pays de la planète ne l'ont pas intégré dans leur droit national. Et par exemple, l'Allemagne a attendu le 1er janvier 2000, l'Allemagne a attendu de basculer dans le 21e siècle pour accepter que des étrangers nés sur le sol allemand puissent bénéficier de la nationalité allemande. Et c'est ce qui explique par exemple pourquoi le turc Mesut Özil, ça sonne pas très allemand comme nom, eh bien Mesut Özil, turc né de parents turcs mais né en Allemagne, a pu intégrer la Mannschaft, c'est-à-dire l'équipe nationale allemande, comme le montre cette vignette Panini, et bien tout simplement parce que il a pu bénéficier de la nationalité allemande, et donc l'équipe d'Allemagne a pu bénéficier de son talent grâce au droit du sol qui lui a permis de demander et d'obtenir la nationalité allemande. Et c'est parce que l'Allemagne n'acceptait pas d'intégrer le droit du sol dans sa législation qu'Hitler et les nazis avaient pu facilement, dans les années 1935-1945, exclure tous ceux qu'ils considéraient comme des étrangers à la nationalité allemande, à commencer bien entendu par les juifs allemands. Fin de la parenthèse historique. Alors, nous venons de voir ensemble les deux grands principes du droit français associé à l'acquisition de la nationalité française, c'est-à-dire le droit du sang et le droit du sol, mais tout ça c'est un petit peu théorique, donc je vous propose maintenant de découvrir très concrètement 4 cas de personnalités qui vous sont plus ou moins connues. Tony Parker et Antoine Griezmann, je pense que vous connaissez notamment. Donc 3 hommes et une femme qui correspondent à 4 cas très concrets et très différents, 4 personnes qui sont nées ou qui sont devenues françaises. Commençons, si vous le voulez bien, par le cas le plus simple, le plus courant. Et bien, c'est le cas Antoine Griezmann. Alors, que faut-il savoir d'Antoine Griezmann? Eh bien, il est né en France, à Mâcon, pas très loin d'ici d'ailleurs, en Saône-et-Loire, aujourd'hui dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Bon, même le plus ignare en football doit savoir qu'Antoine Griezmann est un international, donc il revêt assez régulièrement le maillot de l'équipe de France, frappé du coq, comme le montre la photo de la diapo. Donc s'il joue pour l'équipe de France de football, c'est parce qu'il est français, ça c'est incontestable. Alors pourquoi est-il français ? Eh bien, tout simplement parce qu'Antoine Griezmann est le fils d'Alain Griezmann, français, alors certes avec un nom pareil d'origine alsacienne, et d'Isabelle Lopez qui est, elle, d'origine portugaise, mais qui est née aussi en France. Que nous dit le Code civil concernant Antoine Griezmann ? Eh bien, le Code civil nous dit, dans son article 18, «
est français, est réputé français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Donc, dans le cas d'Antoine Griezmann, ses deux parents étant français, aussi bien le père que la maman, eh bien Antoine Griezmann est à double titre français dès sa naissance, et cela de manière automatique. C'est, je pense, pour la plupart d'entre vous, c'est votre cas. Vous avez au moins un de vos parents qui était de nationalité française au moment où vous-même vous êtes né. Et c'est pour cette raison que vous êtes donc français ou française. Peut-être vous posez-vous la question, en ce qui concerne les Françaises et Français qui sont nés à l'étranger. Et c'est le cas pour un certain nombre, notamment d'hommes et de femmes politiques, comme l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, ou l'ancien président de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, ou encore comme l'ancienne ministre Ségolène Royal, qui sont nés respectivement en Tunisie, en Allemagne et au Sénégal. Eh bien, si vous vous demandez pourquoi et comment ils sont devenus français et françaises alors qu'ils sont nés à l'étranger, et bien justement, je vous le donne en mille, et bien c'est grâce au droit du sang. Peu importe l'endroit de la planète où vous naissez, vous obtenez automatiquement la nationalité française puisque l'un de vos parents au moins est français. Alors ensuite, vous obtenez fort probablement également la nationalité du sol qui vous a vu naître. C'est-à-dire que j'imagine que les trois personnages que je vous ai cités ont obtenu au moins pour deux d'entre eux la double nationalité. Pour Giscard d'Estaing, non, puisque l'Allemagne ne reconnaissait pas le droit du sol à sa naissance. Mais au moins il était français. Le cas suivant que je vous propose de découvrir est le cas de Marie Curie. Mais Marie Curie, c'est son nom français, à cette femme exceptionnelle qui, à ma connaissance, est la seule femme, en tout cas la seule française, à avoir obtenu un double titre d'une certaine manière de championne du monde de chimie, c'est-à-dire 2 prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le radium et le polonium, puisque vous savez que Marie Curie, vous devez le savoir, elle est associée au phénomène des radiations, de la radioactivité. Donc elle a obtenu un prix Nobel de physique et un prix Nobel de chimie. C'est un cas vraiment rarissime, comme quoi quand on dit que les femmes ne sont pas douées pour les sciences, eh ben, Marie Curie apporte la contradiction, puisque un démenti cinglant. Mais Marie Curie, en fait, elle est née Maria Sklodowska, je ne garantis pas la prononciation, et Maria Sklodowska est née à Varsovie, en Pologne. Enfin, d'ailleurs, plus exactement en 1867, la Pologne n'existant pas, j'imagine que Marie Curie était de nationalité russe, en réalité. Bon, et en fait, a priori, aucun rapport avec la France. Mais parce qu'elle a épousé un Français, Pierre Curie, lui-même célèbre, lui-même prix Nobel de physique, eh bien, elle a pu devenir française, et la France ne peut que s'en réjouir, puisque quand Marie Curie obtient 2 prix Nobel de physique et de chimie, eh bien, c'est pour le compte de la France. Pourquoi? Eh bien parce que l'article 21.2 du Code civil français nous précise que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 4 ans, à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux.
Le conjoint français doit également justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Donc, cela veut dire que le mariage est le moyen pour un étranger ou une étrangère de devenir français sous 3 conditions néanmoins. C'est-à-dire, il faut que le conjoint soit de nationalité française. Il faut que le mariage soit ininterrompu, hein. C'est ce qu'on appelle la communauté de vie. Et puis, il faut aussi que l'étranger qui a épousé un Français ou une Française comprenne suffisamment la langue afin d'être certain que l'étranger ou l'étrangère en question puisse s'intégrer facilement dans la communauté, dans la société française. Un petit mot supplémentaire concernant l'acquisition de la nationalité française par le mariage. Il existe, hélas, ce que l'on appelle les mariages blancs. Vous en avez peut-être entendu parler. Et c'est interdit par la loi parce qu'en fait, c'est une manière assez simple, mais risquée, pour un étranger en situation irrégulière, qui n'aurait pas le droit de résider en France, de contourner la loi. C'est-à-dire qu'il lui suffit de faire un faux mariage, parce qu'un mariage blanc, c'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire que vous vous mariez pour de vrai devant le maire, hein, puisque le mariage civil est le seul reconnu par la loi en France, vous vous mariez avec un parfait inconnu, que vous ne reverrez peut-être même jamais de votre vie, et le parfait inconnu qui lui a la nationalité française, hein, c'est la condition indispensable, eh bien va accepter d'endosser le mariage, mais tout simplement parce que vous allez, vous, l'étranger ou l'étrangère en situation irrégulière, lui verser une forte somme. En moyenne, d'après l'article du journal qui date de 2019 que vous avez en photo sur la diapo là, 13 000 €. Les faux mariés se réclamaient pour accepter ce simulacre de mariage devant le maire. Alors il faut le savoir, hein, les mariages blancs c'est risqué parce que vous pouvez prendre jusqu'à 10 ans de prison et une amende pour les organisateurs, une amende qui peut monter jusqu'à 750 000 €, donc ça finit par faire cher, j'allais dire la plaisanterie, mais les faux mariages ne sont justement pas une plaisanterie. Un certain nombre notamment d'Européens, d'Européennes de l'Est, notamment des femmes russes ont tenté et parfois réussi à obtenir la nationalité française grâce justement à ce genre de pratique, ou même avec des vrais mariages, hein, mais justement pour lutter contre cette manière assez dévoyée d'obtenir la nationalité française, le délai qui était de 2 ans, c'est-à-dire qu'il fallait attendre 2 ans pour pouvoir réclamer et obtenir la nationalité française, a été porté à 4. Parce que sinon, il suffisait de se marier, et puis ensuite, de quitter le conjoint ou la conjointe française. Donc là, il faut attendre 4 ans de mariage stable pour pouvoir réclamer et obtenir la nationalité française. Il ne s'agit pas de donner la nationalité française à n'importe qui. Alors, le troisième cas concret, c'est celui de David Trezeguet. Alors, évidemment, vous êtes trop jeune pour avoir connu les exploits de ce footballeur, mais sachez que c'est notamment grâce à David Trezeguet que la France est devenue championne d'Europe des nations de football en 2000. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'on voit bien sur cette photographie que David Trezeguet est là encore un Français, puisqu'il porte la tunique de l'équipe de France de football avec son coq tricolore sur le cœur. Donc, pas de doute, David Trezeguet est devenu français.
Et pourtant, ça n'était pas gagné d'avance pour lui, parce que si on regarde sa biographie, bon, eh bien, qu'apprend-on de David Trezeguet? Eh ben, on apprend que son père, Jorge Trezeguet, comme on le prononçait, j'imagine, à l'espagnol, était un footballeur professionnel en fin de carrière, qui est venu finir sa carrière en France, celui qui est de nationalité argentine, et il a juste fait un petit crochet par la France pour venir jouer pendant 2 ans à Rouen. Et pendant le séjour de Jorge et de Beatriz Trezeguet, sa femme, eh bien, le couple a eu un enfant, David, qui est donc né à Rouen le 15 octobre 1977. Après cette parenthèse sportive d'à peine 2 ans, la famille Trezeguet a fait ses valises et est retournée en Argentine. Et donc, le petit David est devenu argentin, puisqu'il l'était d'ailleurs par le droit du sang. Ses parents étant argentins, lui-même était de nationalité argentine. Le petit David ne parlait pas un mot de français. Il vivait à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Donc rien ne prédisposait David Trezeguet à devenir français. Et pourtant, allez savoir pourquoi, David Trezeguet a, dès sa plus tendre enfance, montré un attachement certain à la France. Et par exemple, quand il a marché dans les pas de son père afin de devenir lui aussi footballeur professionnel, eh bien David Trezeguet avait comme rêve de venir jouer en France, dans un grand club si possible français. Bon alors, ça n'a pas été tout à fait le cas, puisque David Trezeguet a signé pour le club de l'AS Monaco. Et Monaco n'est pas un territoire français, mais invité dans le championnat de France de football. Et ça lui a permis de se rapprocher géographiquement de la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et David Trezeguet a fini par demander et obtenir la nationalité française, tout simplement parce que la loi, le code civil le lui permettait, au nom du droit du sol, puisque David Trezeguet était né en France. Le fait de naître en France pour un étranger ne suffit pas à obtenir la nationalité française. Il faut également faire acte de candidature. C'est ce que David Trezeguet a fait, et c'est ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité française. En effet, le code civil est clair, très clair, à partir de 2 articles, l'article 21.7 et l'article 21.11, qui nous précisent que tout enfant né en France de parents étrangers, donc c'est le cas de David Trezeguet, acquiert la nationalité française par déclaration, autrement dit, par acte de candidature. À sa majorité, si, à cette date, donc à ses 18 ans, il a en France sa résidence, et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Je ne suis pas tout à fait sûr que David Trezeguet répondait à cette exigence de résidence de période de 5 ans, mais bon, peu importe. L'article 21.11 précise aussi que l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, réclamer la nationalité française par déclaration. C'est ce qu'il a fait, David Trezeguet, dès qu'il a eu l'âge de faire la demande. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 16 ans, l'enfant étranger peut demander à devenir français contre l'avis de ses parents. C'est-à-dire que même si les parents ne veulent pas, bon, ce n'était pas le cas pour Trezeguet, mais imaginons, des étrangers qui ne voudraient pas que leur enfant puisse devenir français, et bien à partir de l'âge de 16 ans, le mineur peut demander à devenir français et ses parents n'ont plus voix au chapitre. On ne leur demande plus leur avis. Alors le dernier cas, c'est le cas Tony Parker. Et là, Tony Parker, c'est vraiment un cas d'école, parce que il faut bien reconnaître quand même que Tony Parker, à la base, il a
à peu près autant de chances de devenir français que moi d'aller fouler le sol de la Lune. Mais Tony Parker, lui, est parvenu à devenir français, alors que moi, je suis encore jamais allé sur la Lune. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la biographie du basketteur qui lui aussi, comme vous pouvez le voir, a revêtu la tunique de l'équipe de France pour le plus grand bonheur de la France pendant de nombreuses années. Alors, en ce qui concerne Tony, je dois vous dire que je connais sa biographie par cœur. Elle est bonne celle-là. Hein. Alors, William Anthony Parker est né le 17 mai 1982 à Bruges, en Belgique. Son père, également appelé Tony Parker, donc le père s'appellera Tony Parker Senior pour le distinguer de son fils Tony Parker Junior, est un joueur de basketball américain. Quant à sa mère, Pamela Firestone, elle a un nom de pneu, elle est une mannequin sportive néerlandaise. Donc là, a priori, on est très loin du compte parce que on se retrouve exactement comme dans la même situation que Marie Curie, c'est-à-dire un étranger, né de parents tous les deux étrangers, sur un sol étranger. Donc, aucun lien, même indirect, avec la France. Sauf que le jeune Tony Parker signe sa première licence de basket en France, dans le club de Fécamp, ça va être en Normandie. Il a 11 ans, 10 ans, 11 ans, donc ça laisse entendre que l'enfant était surdoué, et ça va avoir son importance. Il va suivre un cursus à horaire aménagé dans un collège où on apprend le basket à Rouen, donc toujours en Normandie et toujours en France. Et il va jouer dans différents clubs de la région entre 1996 et 1997, c'est-à-dire qu'il a 14-15 ans. Et c'est à ce moment-là que Tony Parker va choisir d'acquérir la nationalité française. Sauf qu'encore une fois, là, on est dans le cas le plus compliqué parce que, contrairement à Griezmann, il n'est pas né de sang français. Et contrairement à David Trezeguet, il n'est pas né sur le sol français. Qu'à cela ne tienne, le 22 novembre 2000, Tony Parker honore sa première sélection avec l'équipe de France de basket, ce qui veut dire qu'entre-temps, il est devenu français. Comment Tony Parker a-t-il acquis la nationalité française? Eh bien, là encore, la réponse est dans le Code civil, à savoir l'article 21.15 qui nous précise que l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, autrement dit le ministère de l'Intérieur, résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. C'est-à-dire que Tony Parker a dû se porter candidat, et qu'après, sa demande était conditionnée à l'accord du ministère de l'Intérieur. Et là, on se retrouve dans le cas de Mamoudou Gassama, le Spider-Man qu'on a étudié en tout début de séquence. L'article 21.16 nous précise que nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. Bon, Tony Parker cochait la case puisqu'il vivait et jouait au basket en France. L'article 21.17 nous précise, sous réserve des exceptions prévues, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande. Je pense que Tony Parker ne répondait pas tout à fait aux 5 ans, mais il rentre dans le cadre des exceptions prévues, comme nous l'explique l'article 21.18. La durée de résidence est réduite à 2 ans pour l'étranger qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France. Autrement dit, la France s'est dépêchée de donner la nationalité française à Tony Parker en faisant le pari qu'avec ce jeune joueur, la France pourrait devenir championne d'Europe ou championne du monde. D'ailleurs, elle est devenue championne d'Europe grâce à Tony Parker. Donc c'est un pari sur l'avenir. Et alors après, c'est aussi une course de vitesse. Parce que si la France tergibère, si la France met trop de temps à répondre à la demande de candidature de Tony Parker,
eh ben, rien n'empêche Tony Parker de se tourner vers un autre pays. Et ben, pourquoi pas le pays de naissance de son père, les États-Unis. Et si Tony Parker endosse la tunique des États-Unis, s'il joue pour l'équipe des États-Unis, eh bien, il ne pourra plus jamais jouer pour la France. Donc la France a vite fait ses calculs et a considéré qu'il était plus rentable pour elle d'accorder la nationalité française à Tony Parker plutôt que de la lui refuser. Alors à l'arrivée, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne donc 4 cas de figure et un exercice à faire et que je vais vous laisser faire. Donc je vais vous demander de me mettre sur pause le temps de trouver parmi les 4 filières verticales, les 4 trajectoires, les 4 itinéraires, lequel correspond à Antoine Griezmann en bleu, lequel correspond à Marie Curie en blanc, je vous les redonne dans l'ordre dans lequel on les a étudiés, lequel correspond à David Trezeguet en rouge. Vous aurez noté que j'ai choisi volontairement les 3 couleurs tricolores, notre drapeau national, et puis comme il y a un 4e invité et que notre drapeau ne comporte que 3 couleurs, j'ai rajouté le vert pour Tony Parker. Il est temps de passer au corrigé. Donc vous l'aurez peut-être, enfin du moins je l'espère, reconnu. Le cas Antoine Griezmann correspond à la colonne la plus à gauche, c'est-à-dire un père ou une mère de nationalité française. Donc le jeune Antoine, en fait, il devient français dès la naissance, sans aucune autre formalité que le fait de déclarer l'enfant en mairie, je vous le rappelle, vous l'avez vu en 5e, dans un délai de 5 jours ouvrés à partir de la naissance. Donc l'enfant devient français par filiation. Alors c'est un mot qui vous a parfois posé problème. Filiation, il y a le mot fils ou fille. Filiation, c'est fils de, fille de. Antoine Griezmann est fils et fille de ses parents qui sont français. Donc lui-même est français. Voilà, c'est le cas le plus basique, le plus simple, et c'est encore une fois pour la plupart d'entre vous votre propre cas. Et ça correspond au droit du sang. Le fameux ius sanguinis, le préféré des vampires. C'est sûr à 100%. La deuxième colonne de l'exercice, le deuxième itinéraire correspond à celui de David Trezeguet en rouge, puisqu'il est né de parents étrangers, argentins, mais vivant en France au moment de sa naissance, puisque Rouen c'est en France. Donc il a pu demander à 16 ans la nationalité française, et il a pu l'obtenir par acquisition, la France lui ayant accordé un passeport et donc par là même la nationalité française. Tony Parker correspond à la colonne la plus à droite de l'exercice, c'est-à-dire à cet enfant né à l'étranger en Belgique de parents étrangers, c'est-à-dire hollandais et américains. Donc il a dû se porter candidat et il a dû répondre à un certain nombre de conditions. Il a dû cocher de nombreuses cases, conditions de résidence, casier judiciaire vierge, maîtrise de la langue française, revenus suffisants, acceptation aussi des lois de la République, en particulier la laïcité, et il a donc obtenu la nationalité française par la voie de la naturalisation. Et par élimination, il nous reste le cas Marie Curie, que par galanterie j'ai gardé pour la fin, et aussi parce que comme la couleur c'était le blanc, il fallait bien pouvoir vous le montrer. Donc elle est née à l'étranger de parents étrangers, et elle est devenue française par mariage. Alors à l'époque, ça ne devait pas être au bout de 4 ans, mais j'avoue que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé le délai imposé par la loi, mais peu importe. Et elle est devenue française par déclaration, par le fait
atteste qu'elle a fait la demande en tant que conjointe d'un Français. Alors, pour finir, avant de passer à la trace écrite, la leçon, on peut résumer la séance en 3 chiffres clés. Le premier, c'est 90, comme 90% des Français qui le deviennent simplement, automatiquement, par filiation, selon le principe du droit du sang. 4, comme 4 ans, le délai d'attente d'un conjoint étranger marié pour demander la nationalité française au titre du mariage. Donc ça veut dire que si l'étranger ou l'étrangère veut divorcer de son ou de sa française, eh ben, il lui faudra attendre d'avoir obtenu la nationalité française, et pour cela il faut 4 ans de vie commune. Je précise également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais que depuis 2013, la loi reconnaissant le mariage homosexuel, un homosexuel étranger peut choisir également d'épouser un ou une Française, ça ne pose plus aucun problème aux yeux de la loi. Le dernier chiffre, enfin, 100 000, comme le nombre, alors bon an mal an, des naturalisations françaises chaque année, comme pour Tony Parker ou comme pour Mamoudou Gassama plus récemment. Alors il nous reste donc plus qu'à découvrir la trace écrite, la leçon, intitulée « Naître ou devenir français », dont je vous donne lecture et que je vous conseille, naturellement, de bien apprendre pour votre brevet. Concernant la nationalité française, le droit national ne reconnaît pas uniquement le droit du sang, mais aussi depuis 1851 le droit du sol. En conséquence, il existe plusieurs possibilités de devenir français, de la plus simple à la plus complexe, en fonction des situations de départ du ou de la candidate. Devenir français par filiation dès la naissance, selon le principe du droit du sang, est le cas le plus simple et le plus courant car automatique. Un ou une Française ou Français né à l'étranger d'au moins un parent français peut donc bénéficier de la binationalité, c'est-à-dire la nationalité française plus celle du pays qu'il a vu naître. Grâce au droit du sol, un étranger né ou résidant en France depuis au moins 5 ans peut devenir français à sa demande ou celle de ses parents dès l'âge de 13 ans, par acquisition. De même, mais par déclaration, pour l'étranger né hors de France, s'il ou si elle en fait la demande après 4 ans de mariage avec un conjoint français et sous certaines conditions, à savoir la maîtrise de la langue française, l'absence de condamnation pénale, notamment. Pour l'étranger né à l'étranger sans conjoint français, Mamoudou Gassama, Tony Parker, il reste la naturalisation à sa demande, 100 000 par an, aux mêmes conditions, auquel on rajoutera l'acceptation des valeurs de la République française, en particulier l'acceptation de la laïcité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon apprentissage de la leçon, et je vous dis à bientôt.